Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de VIP. On se retrouve aujourd'hui au Trianon Palace avec Didier Lambert. Bonjour Didier, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors c'est un lieu, le Trianon Palace, que vous connaissez très bien car vous y avez travaillé pendant 11 années. Et voilà, c'est vrai, vous avez un petit peu le résumé d'une vie passionnante où je suis arrivé effectivement comme premier commis, on va dire. Premier commis associé où j'ai terminé 11 ans après sur la plus haute marche de la brigade de cuisine de l'époque, puisque j'étais le premier sous-chef de cette belle maison. C'est une émotion particulière de revenir ici aujourd'hui? Alors voilà, ça, à chaque fois, j'ai un petit peu le pincement au cœur, parce que forcément, j'ai tellement de souvenirs. Et puis, professionnellement, c'est là où je me suis épanoui. Et c'est là où j'ai connu en fait la grande brigade de cuisine de l'époque, avec tout ce que ça peut comporter. Avant d'arriver là, tout a commencé avec une passion pour la cuisine qui est née dès l'enfance grâce à votre maman. Vous vous êtes formé ensuite très jeune, vous avez travaillé dans plusieurs palaces, puis vous êtes arrivé ici, dans les Yvelines. Comment vous êtes arrivé ici? Vous vouliez vous rapprocher de la capitale? Oui, alors ça c'est, si vous voulez, un petit coup de poker, on va dire, parce qu'en fait, lorsque j'ai terminé une saison à Megève, à l'époque, le chef de cuisine m'a dit « Bon Didier, tu as 2 places pour toi en vue. Tu as soit d'aller à Nice, au Carlton, soit aller au Trianon Palace à Versailles. Je te dis tout de suite, le Carlton, c'est pas avant un mois et demi, parce qu'ils n'ont pas besoin de personne tout de suite, parce que la saison n'est pas commencée. Par contre, au Trianon Palace, tu retournes chez ta maman, tu refais les valises et ils te prennent la semaine prochaine. Je me suis dit, la capitale, je ne connais pas. Versailles, avec tout ce que ça peut comporter, allez, banco, et je suis parti. Vous aviez quel âge à ce moment-là? Eh bien, j'avais 20 ans. Donc à ce moment-là, vous rentrez comme commis poissonnier. Au fil des années, vous allez monter en grade jusqu'à devenir premier sous-chef de la brigade. Quels sont les souvenirs que vous gardez de cette époque? Ah, ça c'est une époque merveilleuse dans la mesure où en fait la cuisine de Palace représentait tellement de choses avec déjà les produits du terroir. Et puis surtout, on a une clientèle, et à l'époque, même maintenant, même si la clientèle a un peu changé, on avait des clients qui savaient très très bien manger, qui étaient exigeants. Et puis, moi, ayant gravi tous les échelons, forcément, pour moi, c'était formidable. Parce qu'en fait, je me suis dit, ben, ça y est, tu as voulu être cuisinier, tu l'es. Par contre, tu montes dans les échelons de la hiérarchie du palace, puisque c'était quand même un petit peu, on va dire, comme à l'armée, parce que la brigade équivaut à quelque chose de l'armée. Quand il y a les premiers commis, les deuxièmes, le sous-chef, qui est le commandant, et puis après le grand chef, quoi. Et justement, vous nous parliez des clients importants. Parmi les clients réguliers du Trianon, on compte Jean Gabin, Valéry Giscard d'Estaing. Est-ce qu'il y avait aussi un petit peu de pression de servir ces grands noms de l'histoire? Vous avez la bonne, la bonne voie. En fait, la clientèle des palaces de l'époque, sur la semaine, c'était des fois des politiques de séminaire, parce qu'il fallait remplir quand même toutes ces chambres. Donc, politique de séminaire, c'était une cuisine un petit peu moins gastronomique, entre guillemets. Mais quand il arrivait le week-end, et puis les gens qui voulaient venir se ressourcer au Trianon avec la beauté du parc autour, incognito ou pas, ou pour être tranquille surtout, Jean Gabin, quand il tournait ses films dans la région parisienne, il venait ici. Parce qu'il y avait le parc avec les chevaux et compagnie. Giscard d'Estaing est venu faire beaucoup de conférences. Il est venu avec, disons, le petit staff au départ, où on sentait que la présidence de la République allait se profiler pour lui. Ensuite, le week-end, on avait, à partir du vendredi soir, vendredi, samedi, dimanche, la clientèle parisienne qui fuyait un peu la capitale pour se reposer et venir ici avec des gens qui avaient des appartements à l'année. Donc en fait, on connaissait tous ces clients, mais moi je me rappelle être passé dans la salle à manger, on les connaissait ces clients-là. Ah bonjour chef, Vous échangez qu'est-ce qu'il y a avec aujourd'hui
Voilà, c'était, si vous voulez, une autre relation clientèle. Mais encore une fois, exigeante, connaisseuse, et puis elle aimait bien manger, quoi. On avait aussi des compagnons de la chanson qui sont venus plusieurs fois le dimanche. Alors là, par exemple, Fred Mella, il venait avec sa famille. Ouais. Et beaucoup de gens venaient ici le week-end en famille. Alors on l'a compris, c'était une belle aventure, le Trianon, beaucoup de rencontres. Après une décennie passée ici, vous décidez de quitter cette maison pour vous consacrer davantage à votre vie de famille. Mais vous allez continuer dans la cuisine, vous allez créer en 1981 un lieu que les Saint-Quentinois connaissent bien, le lycée hôtelier de Guyancourt. Vous aviez le sentiment que c'était quelque chose qui manquait dans les Yvelines? Alors voilà, ça vous avez tout à fait raison, parce qu'en fait on parlait de l'école hôtelière de Médéric, de Paris, mais dans les Yvelines, un petit peu les parents pauvres, alors qu'on a tellement de beaux établissements, ou même des petites auberges, des chefs de cuisine qui faisaient un travail merveilleux. Et c'est vrai que la ville nouvelle de Saint-Quentin, elle a explosé, hein. Au départ, il y avait 1000 habitants, on s'est retrouvé à 25 000 ou 30 000. Et ce lycée hôtelier a été créé exactement pour contrebalancer un petit peu la région parisienne. Et on s'est retrouvé avec des anciens du lycée hôtelier de Médéric, justement, à créer et monter ce lycée, parce qu'en fait, on faisait déjà une équipe au départ, mais on s'est retrouvé encore plus grand. On a pris des plus jeunes aussi, qui sortaient donc de l'ENENA de l'époque, l'école normale d'apprentissage. Et on est parti avec un proviseur merveilleux, des administratifs que je connaissais un peu avant. Et on a monté le lycée hôtelier. Vous savez, la première année du lycée hôtelier, on a monté les chaises et les tables avec les élèves, parce que ce n'était pas équipé. Donc vous imaginez la relation qu'on peut avoir professeur-élève, c'était exceptionnel. Vous leur rendez toujours visite aujourd'hui? Oui, et surtout, c'est qu'ils me correspondent aussi. Et pour moi, le lycée hôtelier, c'est ma seconde, on va dire, pas ma seconde nature, mais une seconde. Après le Trianon, voilà, après le Trianon Palace, ce lycée de Saint-Quentin-Hôtelier, c'est un peu mon bébé. Alors vous devenez ensuite formateur et professeur à l'UEFM de Versailles. Il y avait un besoin de transmission, hein? Oui, voilà. Vous savez, lorsque vous avez la chance de travailler dans les grandes brigades, lorsque vous avez ensuite l'opportunité de rentrer dans une école hôtelière, vous avez effectivement un devoir, je me suis toujours dit, tu as un devoir de transmission. Ce que tu as fait avant, il faut que tu le fasses encore maintenant. Mais il faut aussi former des professeurs. Et former des professeurs, ça veut dire qu'ils soient capables de pouvoir donner aux élèves une certaine méthodologie dans le travail, d'organiser une cuisine et dire, voilà, la cuisine, c'est ça. On commence par ça. Une technique, expliquer des techniques. Ça, pour moi, ça a été une troisième vie, ma troisième vie, certainement la plus importante professionnellement. Et la transmission, justement, c'est ce qui vous a amené aussi à écrire le livre que vous avez sorti, L'histoire de ma cuisine, qu'on retrouve juste là. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce livre? Alors, ce livre-là, en fait, j'ai mis un petit peu de temps à l'écrire, hein, parce qu'en fait, je pensais depuis longtemps écrire un livre, des recettes. Je me suis dit, des recettes pour des recettes, il y a tellement de livres que c'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Il faut trouver quelque chose qui fasse la différence. Voilà. Et ce sont un petit peu, c'est vrai, certainement mes petits-enfants qui ont déclenché quelque chose, comme je le dis dans mon livre, et c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Le soir d'un réveillon, du confinement, ils m'ont dit, papy, c'est bien gentil, toutes tes recettes, mais nous, après, comment on fait? Comment on va les reproduire? Il faut que tu écrives ton livre. Donc, on passe le réveillon, bien sûr, très gentiment. Mais dans la nuit, je suis réveillé effectivement à 6 heures du matin. Je me dis, mais ils ont raison. C'est ça qu'il faut que je fasse. Mais il faut que tu écrives ta vie. Et c'est là que je me suis dit, allez, ça sera l'histoire de ma cuisine. Le titre est venu tout de suite dans ma tête. Et je me suis mis, pas le matin même, parce que c'était Noël, mais le lendemain, à l'ordinateur, et puis j'avais les premières pages. Et alors, c'est des recettes plutôt simples qu'on retrouve dans ce livre? Tout à fait.
En fait, je me suis dit, si tu écris des recettes sophistiquées, on ne va pas les lire, on ne va pas les faire, c'est des produits qui sont chers, c'est pas ça qu'il faut faire. D'abord, tu vas faire toute la cuisine de ta maman, ensuite la cuisine de ma belle-mère, charentaise, de deux femmes exceptionnelles qui cuisinaient merveilleusement bien. Et puis toi, tout ce que tu as fait dans les nouvelles techniques, cette cuisine, il faut que tu puisses arriver à les écrire, mais simplement. Ne pas sophistiquer, c'est ce que j'ai fait. Il y a des recettes simples, il y a des poulets rôtis dedans. Il y a des gâteaux simplement genre tarte aux pommes ou beignets ou tout ce que l'on veut. Mais j'ai pensé qu'il fallait que je le fasse. Et puis, forcément, cette cuisine de gibier, parce que le gibier, ça a été ma passion, découvert avec papa dans ma Nièvre natale. Et parce qu'aujourd'hui, vous vous arrêtez jamais, vous habitez à Montfort-l'Amaury et vous continuez de donner des cours, de transmettre ce savoir. Voilà, alors ça c'est la piqûre que j'ai eue de bonheur. J'ai eu l'opportunité effectivement de pouvoir donner des cours de cuisine. Et puis la ville de Montfort-l'Amaury s'est retrouvée à mettre en place des ateliers intergénérationnels où ils cherchaient un chef. Et puis donc, je me suis dit, bon, bah, allez, c'est pour toi ça, Didier. Et effectivement, depuis 2 ans maintenant, 2 ans et demi même, j'anime, j'en ai fait un hier, les ateliers intergénérationnels avec les papis, les mamies, on va dire, qui sont valides, mais dans les EHPAD. Et puis surtout, les petits jeunes qui sont à l'école primaire. Bon, c'est une merveille, hein, c'est voir les enfants. Et encore une fois, comme vous avez dit, mon but c'était de leur faire goûter. Je ne fais pas des recettes compliquées avec eux. Et puis les papis et mamies sont contents parce qu'ils ont des enfants. Et les enfants, ben, ils sont là. Mercredi, c'était le chocolat. Il y en avait partout. Bon, tant pis, c'est pas grave. Ils goûtent, ils font des recettes, participent. Et puis surtout, je pense, il faut faire découvrir la cuisine aux jeunes. Les produits, tout ce que c'est une merveille que l'on a. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci Didier Limbert d'avoir accepté notre invitation. On rappelle que votre livre, L'histoire de ma cuisine, est disponible dans toutes les librairies. Tout à fait. Il est paru aux éditions Vérone. Et c'est déjà la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt dans un nouveau numéro de VIP.